Ce sont des petites coïncidences qui peuvent influencer tout l'avenir d'une vie. C'est ainsi que mon père, qui était limbourgeois, connaissait un autre limbourgeois, M. Christians, qui lui était colombophile. Et alors, à un moment donné, M. Christians lui dit, mais il faudrait apprendre à vos enfants à jouer au pigeon, c'est une bonne récréation. Et c'est ainsi que mon père a été d'accord que nous achetions ensemble avec M. Christians d'ailleurs quelques pigeons au marché d'Anvers. Et malheureusement, ces pigeons arrivaient à la maison, mais ils ne remportaient pas de prix. Alors finalement, mon père me dit, oui, mais je connais M. Avnik, celui-là, il a tout de même le meilleur pigeon d'Anvers. Et c'est ainsi qu'on a acheté deux pigeons pour commencer chez M. Avnik. Et c'est alors, à partir de ce moment-là, avec des pigeons croisés, avec des pigeons de Ristebond, de Buggenhout, que nous avons commencé à élever des bons pigeons et à remporter des succès. Car en 1927, déjà, nous étions premiers champions à Villeret, où tout de même il y avait 700 colombophiles. Et en 27, 28, 29, 30 et 31, on a été premiers champions à la Société de Villeret. Eh bien voilà, je voudrais tout de même dire quelques mots au sujet de mon frère, donc. Robert, donc, qui avait 2 ans de moins que moi, qui travaillait alors à l'imprimerie après ses études, l'imprimerie de mon père, qui lui était imprimeur-éditeur. Mon frère est devenu ainsi un très bon imprimeur, et je dois dire que lui, il était très tenace. J'ai vu ça avec les pigeons également, donc il était tenace, il ne voulait pas être le second ou le troisième, il voulait être le premier. Et il se battait pour cela. Donc, à tout égard d'ailleurs, il était un peu, à telle enseigne qu'on l'appelait parfois le chef d'orchestre chez lui. Je me suis toujours bien entendu avec lui pendant les 50 ans que nous avons collaboré ensemble. Je dois dire que pendant la guerre surtout, il a fait des efforts énormes et tenaces pour obtenir pour les colombophiles donc de la nourriture. Parce que dès l'année 40, donc, le commerce des graines était donc arrêté. Et alors, il s'est rendu des dizaines de fois, je crois bien, des dizaines de fois, chez le ministre alors du ravitaillement, je crois que c'était M. De Winter, qui s'est d'ailleurs très bien tiré de sa tâche, pour obtenir quelque chose pour les pigeons. Oui, le car, c'est le pigeon auquel nous devons tout. C'est un pigeon que nous avons eu donc un peu par miracle, si on peut dire. Nous avions acheté donc le bon à une vente donc, de charité à Borgerode, le bon de M. Avnik. Alors, évidemment, les premiers entraînements de ce pigeon, c'est comme pigeon noir à l'os, 50 km, c'est tout. Comme pigeon d'un an, on l'a entraîné à Kiev, il était là donc aussi comme supplémentaire. Il n'y avait aucun pigeon donc, dans l'air, le cas était là. Le dimanche après, on l'engage donc à Villeret, donc, sur Noyon, 200 km. Dans 721 pigeons, il fait le premier avec 5 minutes d'avance. Et la semaine d'après, on va jouer ce même pigeon à Anvers, à l'Union d'Anvers. C'était la première fois que nous jouerons à Anvers. Et il fait le premier avec 13 minutes d'avance. Personne ne le savait, même les classificateurs n'en revenaient pas dire, mais comment est-ce possible, 13 minutes d'avance? Surtout que nous faisions encore le second prix également avec 5 minutes d'avance sur le fameux bleu de Verbeek. Enfin, soit, on croyait que nous avions triché, parce que je me rappelle toujours Fred Voss qui me dit qu'on a une fois contrôlé la semaine prochaine là-bas à Villeret, alors ce sera fini avec les frères de Schliemann. Le cas, c'était à mon avis un phénomène, et cela était simple à concevoir. Il avait une supériorité sur les autres, pas physique. Il n'était pas plus costaud, pas plus solide, non,
mais il avait donc une orientation extraordinairement précise. En face de nous, donc à Villeray, il y avait la haute maison du bourgmestre, une maison blanche, et à chaque étape, le car se revenait donc de là, donc exactement dans la direction donc sud-ouest. Parlons un peu maintenant de la Boerineke, de Huisjes van Riel. La Boerineke en fait provenait chez Huisjes van Riel d'un paysan, un bourg, donc au-delà de l'Escaut, qui habitait là, et qui avait un pigeon de Bourke, et qui a donné alors la Boerineke chez Huisjes van Riel. Mais la Boerineke, évidemment, donc, n'était pas à vendre, et tout le monde aurait bien voulu avoir des descendants de cette Boerineke. On se battait pour cela à Anvers. Seulement une nuit où nous étions au local à Lyon d'Anvers, avec plusieurs amis, je lui demande à brûle pour toi, à Jeppe-Marie, est-ce que tu ne vends pas la Boerineke? Et il me dit, ça dépend du prix. Et j'ai dit, bien 25 000 francs, ce qui à cette époque-là était un prix fabuleux. Oui, dit-il, je ne la vends que parce qu'elle pond difficilement et qu'elle a donc la gale déplumante. Je dis oui, la gale déplumante, ce n'est pas grave, ça se guérit très vite, on donne des bains très très chauds, dans des aiguilles de pin. Il voulait la vendre, alors eh bien allons à 2 heures de la nuit, à peu près, au colombier de Jeppe van Riel, qui était situé même à 5-6 km du local. Voilà, et on la prend, je la prends avec, mais en effet, elle avait la gale déplumante, elle n'était pas belle à voir. Mais on l'a soignée alors, et on l'a donc accouplée chez nous, et elle a pondu 3 œufs, en tout, 3 œufs. Mais c'était 3 reproducteurs extraordinaires. Voilà, ça c'est un peu l'histoire de la Boerineke, dont toute la Belgique a d'ailleurs d'entendre parler. La Bolleke et la Peureuse, c'était 2 frères, 2 sœurs. La Bolleke, c'était donc la bonne reproductrice qui a donné avec le héron, le petit héron, le bec héron, des pigeons fantastiques à toutes les distances. La Peureuse, elle, donc, elle était infatigable. Et lorsque la Peureuse revenait des concours, elle s'installait toujours pendant une quinzaine de minutes sur le mur, à côté du colombier, à la même place toujours, et puis elle rentrait, à telle enseigne qu'on avait dit, oh quoi, cette femelle-là, on ne sait rien faire avec elle, elle reste toujours un quart d'heure de toi. Cependant, donc, nous l'avons tout de même une fois mise directement de Saint-Quentin à Saint-Vincent, et elle est rentrée dans un état de fraîcheur, mais elle n'avait pas pris, elle ratait de rien son prix. Et c'est alors qu'on a dit, ça c'est un pigeon de fond, on va donc la préparer pour les concours de fond. Et l'année prochaine, à l'âge de 2 ans, on va la laisser au repos. Mais alors elle a commencé à voyager d'une façon extraordinaire à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. J'ai une expérience de colombier. Nous avons donc joué à 6 colombiers différents. Le colombier est le facteur principal pour la forme et également donc la période de forme dans l'année. Notre colombier de Villeray, par exemple, est un colombier, ce que moi j'appelle un colombier miracle. À Villeray, par exemple, nous avions 2 colombiers identiques, juxtaposés. Et c'était des colombiers donc avec le toit plat, avec une coupole. Et dans un colombier, tous les pigeons faisaient des miracles, si on peut dire. Et dans l'autre colombier, qui était un colombier identique, ces pigeons faisaient des petits prix, etc. Ouais. La différence résidait dans le fait que la cheminée de l'imprimerie passait par ce premier colombier. Or, mon père devait donc chauffer l'imprimerie dès qu'il y avait moins de 18 degrés pour ramollir l'encre des rouleaux. Donc, alors il y a eu également
le colombier donc, à l'usine au canal Albert, qui était un très bon colombier également, où on a gagné beaucoup de championnats d'ailleurs. Voilà, alors il y avait le colombier donc, à la station d'élevage, qui était un colombier excellent parce qu'il était situé au-dessus des bureaux où on chauffait. Mais à Koningshof, par exemple, où les pigeons ont également séjourné, là nous avons l'handicap de l'humidité. Le docteur Bricou m'a dit un jour, l'environnement est aussi important que la situation même, donc que le colombier, que la construction du colombier même. Il voulait dire par là donc l'environnement, c'est-à-dire l'humidité, etc. Une des grandes satisfactions que donne la colombophilie, c'est de se trouver ensemble, l'amitié entre colombophiles. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il doit chercher donc à communiquer avec ses semblables. Et la colombophilie est un idéal pour cela. Il y a l'enlogement, il y a le retour des appareils qu'on doit ramener au local. Et pour le colombophile, donc, c'est un moyen de parler. Et c'est ainsi qu'à l'Union d'Anvers, donc, nous avions comme ça une dizaine de colombophiles qui se réunissaient lors des enlogements au local colombophile. Et par équipe de 2, nous avions donc 5 équipes de 2, il y avait un pari. Les 5 perdants donc, devaient payer un dîner aux 5 gagnants. Donc je faisais équipe avec Juste Petre et nous avions déjà gagné chaque dimanche, on avait gagné. Le président de l'Union, Feigoris, nous dit, oui mais vous êtes tout de même des profiteurs, chaque fois vous empochez notre argent, nous devons toujours payer et vous ne faites que profiter, ce n'est pas juste. Oui, mais je lui dis alors, ouais, bien écoutez, dimanche on va faire le premier avec 5 minutes d'avance sur Orléans. Si tu acceptes le pari, eh bien alors, moi je paye. Si ce n'est pas vrai, je paye le dîner pour tout le monde. Oh, ça j'accepte, disait Fégos, j'accepte. Et en effet, le dimanche arrive et nous faisons le premier prix avec 15 minutes d'avance sur Orléans par Vendès, avec le fameux 34, le frère de Cars. Ernest Dury, je peux bien dire qu'à mon avis, c'était le plus fin colombophile qu'à cette époque-là, il y avait en Belgique. En tout cas pour les concours de fond. Monsieur Dury a été un peu notre maître à penser, c'est-à-dire donc il nous disait comment il fallait nourrir les pigeons, comment il fallait les entraîner, etc. Il m'a donné des conseils, je me rappelle toujours. Nous avions un bon yearling donc, mais quand je l'ai mis au veuvage, c'était le petit imbécile que je l'appelais, en flamand de Kleine Lomperik. Quand il était au veuvage, il ne faisait rien du tout, il faisait quelques prix. Alors, Ernest Dury me dit un jour, voilà, écoute, hein, ne lui montre plus jamais sa femelle. Mets un mâle dans son casier avant son enlogement, mais ce même mâle doit s'y trouver également quand il revient des concours. Et ça a été un succès formidable parce que je me rappelle que 4 dimanches consécutifs, il battait le Cars à l'Union d'Anvers. Parler du docteur Bricou, c'est de parler de l'invincible. Parce qu'à cette époque-là, on ne croyait pas qu'il pouvait être battu, tellement ses résultats étaient extraordinaires. On était persuadé qu'il droguait ses pigeons. Pour vous donner un exemple d'ailleurs, quand il y avait un colombophile dont le pigeon ne se classait pas, alors il disait apporte-moi ton pigeon le lundi et viens le reprendre le jour de l'enlogement et va enloge-le directement alors, sans le remettre au colombier.
Et souvent, le colombophilie, donc, à son étonnement, donc, remportait un prix de tête avec ce pigeon. Alors, il était persuadé que Bricout donc, avait drogué ce pigeon, ce qui n'était pas vrai du tout. Bricout devait rire. Il y avait le fameux concours de Bordeaux, le national de Bordeaux, avec 10 800 pigeons, où Avenit a fait le premier prix, donc, avec la tente du CAS. Alors, on disait, oui, mais Bricout faisait le second, on dit, mais c'est impossible que Bricout soit battu, il faut faire le contrôle, etc. La mentalité du colombophilie était tellement donc, fixée sur l'imbattabilité, si on peut employer ce mot, l'invincibilité du docteur Bricout, qu'on était sûr que si on le battait, on avait dû frauder. De Georges Fabry, ah oui, quel souvenir sympathique. Georges Fabry était vraiment l'homme donc au sourire, l'homme de la conciliation, l'homme de la compagnie agréable. Il aimait également donc qu'on donne son avis sur cette pigeon. Ce n'était pas le type qui croit tout savoir. Il savait beaucoup de choses, c'était pour ça qu'il était tellement humble, parce qu'en colombophilie, on n'est jamais assez humble. Et à un moment donné, il nous disait, oui, dit-il, j'ai tout de même dû changer un peu, dit-il, mes pigeons, ils devenaient un peu trop zazou. Et à ce moment-là, donc, quand il s'est rendu compte de cela, il a été donc chercher quelques pigeons donc, pour croiser avec ces pigeons. Et je crois que ça, c'est le plus grand atout qu'un colombophile a. C'est de se rendre compte qu'à un moment donné, il décline ou qu'il va décliner. Et qu'à ce moment-là, il faut prendre des mesures. Et chez lui, c'était donc l'apport de pigeons plus rustiques qu'il devait donc, qui pouvait améliorer donc ses prestations. Voilà ce que j'ai à dire de mon ami, oui, je peux bien dire de mon ami Georges Fabry. Oui, mon ami le plus intime, si je puis dire, c'est Victor Torques. C'est pour ça d'ailleurs que dans les dialogues, je parle donc en tant que Victor. Victor Torques était vraiment, il avait quelque chose du Brabançon, mais il avait aussi quelque chose du bruxellois. C'était un Zwanzer et un type avec un humour formidable. Je me rappelle quand il était au Flying Club, par exemple, qu'il y avait un différend quelconque. Torques savait toujours mettre tout le monde d'accord, donc avec son humour. Mais sa femme Stéphanie, comme elle s'appelait, n'était pas toujours contente quand elle me voyait arriver. Parce qu'alors elle se disait, ce sera de nouveau très tard quand ils vont rentrer. Et en effet, quand on était avec Victor, le temps ne comptait pas. On allait voir des pigeons, on a été souvent chez tous les colombophiles belges, chez Catrice, les visites chez Van der Est à Ostende, chez Maurice Delbar, chez Fabry, chez Bricout, enfin chez Paul Sillon, chez Neuf-Duré. Enfin on a visité ensemble la moitié de la Belgique. Et il avait une manière spéciale de juger le pigeon. Il regardait toujours l'intérieur du bec. Moi, un pigeon avec une bonne respiration, dit-il, je n'ose jamais le déclasser. Parce que pour moi, c'est toujours encore l'essentiel chez le pigeon, c'est donc la respiration, donc le bec. La couleur du bec, l'ouverture palatine, l'ouverture donc derrière la langue, donc qui va vers les poumons, tout ça doit être en parfaite santé. C'était en fait un petit colombophile, hein? Il n'avait pas beaucoup de pigeons. Hein? Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il aurait pu avoir le temps de soigner ses pigeons, tellement il était beaucoup en compagnie des colombophiles. À Bruxelles, c'était vraiment un seigneur hein, parmi les colombophiles, Victor Torrens. Chaque semaine, ils se réunissaient donc chez le duc à Bruxelles, donc le mercredi après-midi, et alors c'était toujours la grande fête.
Je me rappelle avec Van der Skelden, donc le type de la théorie de l'aile, je me rappelle avec Van der Speer, celui qui savait avec sa baguette désigner les bons pigeons. Et qu'un jour, donc, Torques est arrivé avec un petit lapin dans le panier, il lui a demandé qu'est-ce que c'est pour celui-là. Oh, ça c'est un crack. Alors il a ouvert le panier, c'était un petit lapin qui avait là-dedans. Victor, on savait toujours rire avec. Toujours rire avec. Voilà, je le quitte avec nostalgie dans ma pensée. Maurice Delbar. Maurice Delbar, quel nom. Le meilleur joueur de grand fond, je crois que la Belgique est connue. Je ne parle pas de concours de fond, mais de grand fond. Le Saint-Vincent, le Saint-Sébastien, etc., etc. Il avait, à mon avis, le grand avantage de ne retenir que peu de pigeons. Maurice Delbar était le type qui ne retenait que des pigeons, donc de toute grande classe, mais pas des half en half, ça c'était exclu chez lui. Son fameux Kleine, donc le petit, comme il appelait le Kleine, hein, son Kleine, c'était un pigeon, je vois, le meilleur pigeon que moi j'ai eu en main, donc comme pigeon de fond. C'était un pigeon d'une perfection extraordinaire. Il était de taille moyenne, il ne pesait pas lourd, mais il avait une rigidité de carcasse formidable. C'était un pigeon avec une tête intelligente et des yeux pétillants. À mon avis, c'est peut-être le meilleur pigeon de fond que la Belgique ait connu, c'était le fameux Kleine de Maurice Delbar. Son système de jeu, il était tout à fait classique. Non, Maurice, il tablait sur la qualité des pigeons, et c'est à mon avis aussi le Colombophile qui a donné énormément de bons pigeons, donc là où sa race a été distribuée, si on peut dire. On pourrait donc écrire tout un livre, ne fût-ce que pour relater ces résultats foudroyants. Mais j'ai peut-être à l'origine un vitessier. Il jouait donc les étapes de vitesse, donc les Kievrains et les Noyons. Et puis donc est venue la guerre. Je parle donc d'avant 40, il ne jouait que la vitesse. Mais après la guerre, donc, ces pigeons ayant été enfermés pendant la guerre, ayant élevé des jeunes, il a commencé, avec l'apport de la bourrinique surtout, à jouer dans des distances plus grandes. Il avait aussi un pigeon de Bart, donc c'est-à-dire la barbe, c'était un pigeon donc, qui provenait de chez Charles Bremdons et qui volait très bien dans les longues distances. Et il a pris goût aux longues distances, surtout qu'il voyait bien que pour vendre des pigeons, il fallait surtout se distinguer dans les concours nationaux, ce qu'il a fait d'une façon foudroyante d'ailleurs. Mais Gefaril ne vendait pas facilement un pigeon. Il aimait bien vendre un pigeon, mais pas donc de lâcher un pigeon qu'il croyait donc indispensable pour sa valeur. C'était un ménage incroyable. On dirait vraiment qu'on est revenu à 1000 ans. Parce que les Jans, d'ailleurs, ils n'étaient pas mariés, les trois frères n'étaient pas mariés, ils ne s'occupaient que des pigeons. À un moment donné, ils ont donc eu quelques pigeons, entre autres un pigeon provenant du aap, c'est-à-dire le singe de Scooters, de Herenthout, qui a été la base vraiment de leur colombier. Il faut dire ils n'ont jamais joué un concours au-delà de 200 km. C'était donc des joueurs de vitesse. C'est d'ailleurs, à mon avis, leur grand atout, c'est de n'avoir joué qu'à des concours de vitesse. Pourquoi? Parce qu'un concours de vitesse à des Kievrains, il s'agit de quelques secondes. Le pigeon ne peut pas faire un détour de 100 mètres, donc il doit avoir une orientation très très précise. Et ça, c'est le grand atout des pigeons de la race Janssens, c'est qu'ils ont une orientation très précise, ce qui souvent donc est à l'origine des premiers prix qu'ils font rapporter quand ils sont croisés avec des pigeons de fond. Les dernières années, il ne joue plus aux pigeons, il fait donc en fait qu'élever
et de vendre. Mais ce sont des gens honnêtes, strictement honnêtes. Quand ils disent c'est un jardin tel, vous pouvez être sûr, c'est un jardin tel. Ils ne tiennent pas des pigeons, donc plus de pigeons pour vendre qu'il le faut. Je ne crois pas qu'ils aient jamais eu plus de 80 pigeons. Et de Gustesen, qui est un ancien ami, très ancien ami, il a d'ailleurs mon âge, hein, je puis tout de même témoigner que j'ai connu très peu de colombophiles qui savaient donc jouer aussi bien que lui au naturel. Il a évidemment joué le veuvage, mais il a donc également eu des résultats extraordinaires avec ses femelles. Il battait souvent les veuves à l'Union d'Anvers. Je me rappelle même que chef Marie me disait, ouais, pour Gust, il faut faire attention parce que ces femelles, elles sont aussi bonnes que nos mâles. C'est donc le fait de nourrir les pigeons donc, qui était son grand atout. Il disait d'ailleurs que celui qui sait bien nourrir ses pigeons aura des succès. Et c'est exact évidemment. Mais Gust lui-même était donc un connaisseur, il savait ce qu'il fallait donner aux pigeons. Malheureusement, Gust, avec son opération, enfin, c'est-à-dire donc son handicap pour marcher, donc il avait à la fin difficile de monter au colombier et il a dû abandonner la colombophilie. Les frères Homes ont été, comme en Belgique, donc un peu inventés d'ailleurs, les Wegen de la Hollande, c'est-à-dire donc les super cracks de la Hollande, les colombophiles les plus réputés et qui avaient le plus grand succès également. Et aussi les plus avancés donc au point de vue colombiculture. Ils ont aussi donc été un des tout premiers, je crois, à jouer le veuvage en Hollande. Ils ont remporté des succès incroyables. Chef Homes était un connaisseur de pigeons. On le demandait partout pour juger les pigeons. Chef Homes a eu une collaboration avec Martin Vantin, qui a fait de Martin Vantin un champion à l'Union d'Anvers. Donc, je dois dire, Chef Homes était 100% colombophile. On parlait toujours de pigeons quand on était avec lui, toujours de pigeons, jamais d'autre chose, toujours de pigeons. Et puis c'était aussi un homme, à mon avis, d'une honnêteté foncière, et un ami fidèle. Eh bien, de Landercy, je pourrais dire une chose. Landercy, c'était une bibliothèque vivante. C'était un homme d'une érudition extraordinaire, d'une intelligence très, très pointue, qui, dans les chroniques colombophiles qu'il a écrites, a été un précurseur. Je crois que la plupart de ceux qui ont écrit après lui n'ont fait que plus ou moins le copier, après l'avoir lu. Landercy connaissait tout au sujet des pigeons. C'était pas seulement donc un type de la pratique, parce qu'il jouait assez bien, mais c'était surtout un homme donc qui connaissait les raisons des choses. Il expliquait donc toujours tout ce qu'il disait, il expliquait ça d'une façon un peu trop érudite parfois, parce qu'il n'était pas parfois facile à comprendre. Mais je me rappelle que j'ai jugé plusieurs fois les pigeons avec Henri Landercy et qu'il avait parfois donc des mots extraordinaires pour désigner un pigeon. Par exemple, quand il tenait un pigeon en main et qu'à son avis c'était un tout bon, il me disait « Ah, quelle chaleur dans mes mains! Quelle chaleur dans mes mains! » Et donc, vous voyez, il avait bien le feeling qu'il fallait. Et d'ailleurs, il a écrit pendant des années dans la petite revue verte. Nous lui devons énormément beaucoup de choses parce que toutes ces chroniques étaient lues avec intérêt. Et voilà, malheureusement, il n'est plus, comme tant de mes amis, il n'est plus de ce monde. Quand on parle de nourrir les pigeons, il y en a qui pensent qu'il y a des secrets. Or, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le colombophile qui doit se le poser.
il doit dire pourquoi est-ce que je nourris de telle façon, pourquoi est-ce que je donne cela à mes pigeons, pourquoi? Parce que le pigeon donc doit ou bien donc faire des concours de vitesse, ou bien faire des concours de demi-fond, ou bien faire des concours de fond. Il doit donc être nourri différemment d'après donc le travail qu'on lui demande. Quant à savoir ce qu'on doit nourrir, ça c'est une autre question. Ça dépend de ce qu'on demande au pigeon. Le pigeon qui doit abattre des longs cours, des tables de grand fond, celui-là doit disposer d'une nourriture plus grasse, c'est-à-dire avec plus de maïs, par exemple. Mais je voudrais même te donner ici, à mon avis, ce qui est un petit secret. Lou Wouters, qui est un des colombophiles qui a eu les plus beaux résultats dans les concours de vitesse et de demi-fond dans la province d'Anvers pendant les dernières années. Maintenant, il est très âgé d'ailleurs, je ne crois pas qu'il joue encore au pigeon. Celui-là mettait toujours à la disposition de ses pigeons un bac avec de l'orge. Ce que Jeff Paril faisait d'ailleurs aussi. Hein. Donc les veufs et les pigeons naturels avaient toujours donc un bac avec de l'orge. Ils pouvaient en manger à volonté. Et seulement par jour, il leur donnait un peu de mélange. C'est-à-dire donc une dizaine de grammes par pigeon de mélange. Ça, c'est un très bon système parce que le pigeon ne s'engraisse pas de cette façon, ne devient pas lourd. Et en même temps, c'est un mélange dépuratif, si on peut dire, parce que l'orge est très dépuratif. Donc, à mon avis, le système de Lou Wouters résout beaucoup de difficultés. Et je crois que c'est un système à conseiller aux colombophiles. Non, les produits commercialisés n'existaient pas. Il faut dire que dans le temps, il n'y avait, pour ainsi dire, je ne connais pas une firme donc spécialisée dans le commerce des graines et des produits pour les pigeons dans le temps. Avant les années 30, non, on achetait la nourriture séparée, et pour le reste, donc, on donnait de la brique pilée, c'est tout ce qu'on donnait. Je me rappelle chez Avenit, déjà à cette époque-là, lui, je le vois toujours, donc, quand il trouvait donc, du mortier, donc des vieilles maisons qu'on démolissait, hein, il allait chercher donc, les produits et il tapait ça en petits morceaux pour donner à ses pigeons. Non, ça n'existait pas. Mais les pigeons, il ne faut pas oublier, les pigeons allaient au champ, c'est simple, hein, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Hein. Les pigeons savent bien ce dont ils ont besoin, et s'ils ne reçoivent pas au colombier, ils vont le chercher au champ. Et actuellement, les colombophiles ont une peur bleue du champ parce qu'avec les engrais chimiques, donc les pigeons risquent de tomber morts sur le champ. Si on me prend pour un chroniqueur, je dois dire que cela me fait penser à ce que mon père me disait. Attention, c'était lorsque j'écrivais dans la petite revue verte, attention à ce que tu racontes, ne te prends pas pour un professeur, comme dans une école. Fais attention à ce que tu dis et pose toujours les mêmes questions à toi-même pour savoir si tu dis la vérité, oui ou non. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec les dialogues, pour me faire poser des questions, pour savoir si ce que je racontais ou ce que j'enseignais était bien véridique. Voilà la conclusion que je dois tirer, parce qu'il y a ceci, c'est que plus on connaît des choses, plus on se rend compte qu'on connaît très peu de choses. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire à un des grands philosophes de ce temps, heureusement qu'on trouve tant de choses actuellement. Enfin, on se rend compte qu'on ne sait presque rien encore. Colombophile, je le suis, je crois, à 100%. Et qui, ces dernières années, m'a rendu le sport colombophile de plus en plus intéressant, c'est d'étudier à fond les instincts des pigeons. Parce qu'un pigeon ne joue pas la comédie, il est sincère. Nous autres, nous savons encore nous faire paraître pour ce que nous ne sommes pas. Mais le pigeon, chaque geste d'un pigeon est ordonné par
son instinct. Et ça, c'est le côté agréable du sport. C'est le contact entre le colombophile et le pigeon. Quand ma femme est morte il y a 2 ans, il y a un peu plus de 2 ans, je me sentais seul. Et heureusement que j'avais un pigeon pour me consoler, si on peut dire, pour m'occuper, pour me relaxer, pour me distraire. Parce qu'un homme seul, c'est ce qu'il y a de plus malheureux au monde.